Veduei sen així a Rodés per anar a acompanyar el nostre amic Víctor, que era convocat al tribunal, havia estabornit un parell de CRS, perquè els CRS eren pas contents, que devengués una affaire seriosa. Ens hem trobat també un parell d'organitzacions sindicals, polítiques, en soutien a Víctor. On est dans un contexte de modèle économique qui marche à marche forcée, tout en laissant sur le côté plein de gens, tout en ayant de plus en plus d'opposition devant l'impasse dans laquelle il nous mène, pour des tas de raisons, je ne vais pas m'étendre, mais face à ces résistances, en fait, on a une mécanique de répression de plus en plus dure qui se monte. Et c'est un type de violence assez particulière qui repose sur l'idée, la répression, c'est qu'elle repose sur un consensus. L'idée générale de ce type de violence, c'est de faire accepter par la majorité de la population l'exercice de cette violence. Elle s'exerce par un monopole d'État, elle s'exerce par la police, mais elle s'exerce autour de l'idée que cette violence-là, elle est légitime parce que les gens qui sont réprimés ont dépassé une ligne rouge qui a été fixée. Je vais repartir d'un cas très particulier, qui est le cas qu'on a vécu, nous, à la Confédération paysanne, sur la répression qui s'est abattue sur nous dans le cadre des actions qu'on a menées sur la ferme-usine des 1000 vaches. On a eu affaire à un déferlement policier sans aucune commune mesure avec les faits qui nous étaient reprochés. Et pour rebondir sur ce que tu viens de dire, on essaye de nous culpabiliser de nos actions. On essaye de nous diviser, de dire « oui, mais ils ont franchi la ligne rouge, c'est normal ». C'est normal qu'on soit obligé de faire régner l'ordre et la sécurité dans notre beau pays de France qui a inventé les droits de l'homme. C'est normal. C'est normal et on va faire en sorte que les gens n'aillent plus dans la rue, que les gens ne se syndiquent plus. Il y a une volonté des gens avec qui on négocie de rendre inefficace l'action syndicale pour désyndicaliser et dépolitiser les masses. La Val Susa dont je vais vous parler, c'est une vallée italienne entre Turin et Briançon. C'est l'une des 12 vallées occitanes qui se trouvent de l'autre côté de la frontière, côté italien. Alors, dans cette vallée-là, depuis les années 90, le mouvement NOTAV, qui veut dire littéralement non au TGV, s'oppose à un projet de ligne ferroviaire à grande vitesse qui doit traverser la vallée et rejoindre Lyon à Turin. Le 27 janvier dernier, 47 opposants de ce mouvement se sont retrouvés jugés au tribunal de Turin et condamnés à 140 années de prison. Vous faites le calcul, ça fait à peu près 3 ans, un peu moins de 3 ans par personne. 140 années de prison et des centaines de milliers d'euros d'amende. La question, c'est pourquoi il y a un verdict si dur. Pourquoi aussi il y a un pool de 4 magistrats à Turin
qui sont spécialisés exclusivement dans la répression du mouvement Notave. Pourquoi il y a des milliers de procès, mais milliers réellement de procès sur les personnes de la vallée? Pourquoi, enfin, les gens du mouvement Notave sont jugés dans ce qu'on appelle le bunker à Turin, qui est une salle sécurisée, un tribunal sécurisé où habituellement on juge les gens de la mafia ou les terroristes. C'est-à-dire que suite à ces échauffourées, suite à ces affrontements, il y a eu une déclaration unanime à la fois de la presse italienne, de toute la classe politique, pour dire « Ah, attendez, le mouvement Notave, oui, c'est un bon mouvement, citoyen, responsable, etc. Mais là, ce qui s'est passé ces jours-là, du 27 juin et du 3 juillet, c'est tout à fait autre chose. Ce sont les jeunes des centres sociaux de Turin, de Milan, ce sont les Black Blocs, ce sont les hooligans, c'est l'ennemi intérieur, grosso modo. » Et le mouvement Notave, à l'unanimité, a déclaré « Non, ces jours-là, le jour du 3 juillet, du 27 juin, nous y étions tous et nous sommes tous unis pour assumer ces jours-là dans la diversité de nos pratiques. » Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce direct depuis la salle des fêtes de Rodez à l'occasion de la journée nationale des inculpés du dialogue social, un plateau radio réalisé en commun par Radio Larzac et Radio Sainte-Afrique. Parce que la question de la lutte des intermittents et des précaires, c'est la question du partage des richesses, c'est la question des revenus, de tout cotisation sociale. Et ouais, des gens qui doivent pouvoir vivre de leur travail décemment et pas mendier ou pas courir après des boulots hyper mal payés où on est surexploité. Donc c'est la question du partage des richesses et forcément cette question du partage des richesses, c'est la question de qui possède aujourd'hui, de qui dirige la société. Le gouvernement socialiste aujourd'hui est scandaleusement dans l'accompagnement et dans la mise en œuvre de ces politiques libérales. Moi j'appelle à ce que tout le monde investisse son champ politique sur ce terrain-là. C'est comment on fait converger la lutte de Sylvain, la lutte des intermittents, les luttes sociales contre les fermetures d'usines, la défense des hôpitaux et de la santé, la défense des écoles, embaucher dans les écoles, parce que tout le problème de l'éducation est posé aujourd'hui, de l'instruction, quand on voit un peu tous les préjugés racistes qui remontent, voilà, il y a plein de choses à faire, mais comment on fait le lien entre tout ça et comment on arrive à discuter d'une nouvelle société, d'une autre société, mais en sachant encore une fois que ça veut dire que nous, il faut qu'on s'en mêle de ça. Ce qui nous manque, et c'est ça qui manque dans les perspectives, c'est ce sentiment qu'on peut nous-mêmes changer les choses. Mais déjà pour commencer, merci à tous d'être présents ici. Alors, pour résumer un petit peu l'audience, à savoir que les deux CRS n'étaient pas présents à l'audience, ils n'étaient pas tenus à être là. Une fois de plus, on se trompe de procès. Car la violence, elle n'est pas le fait de Victor, ni des manifestants. La violence, elle est le fait des conséquences d'une politique librement choisie, acceptée et appliquée par ces gouvernements, mais comme ceux d'avant, qui se sont mis totalement aux ordres de la sphère économique. Très content de la mobilisation d'aujourd'hui par rapport à Victor. Après, c'est dommage qu'on en arrive à un point judiciaire pour qu'on puisse démontrer que les droits sociaux sont mis à mal en ce moment en France et que du coup qu'il faut continuer à lutter ensemble. Il y aura en fin de journée un point d'ordre à dire qu'il faut, avec une déclaration commune, où il faudra, où on déclarera que cette journée 17 ne s'arrête pas que ce soir 17, mais que ça va continuer et qu'on a envie de continuer à travailler ensemble pour justement la construction de cette convergence. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc que dire de ce procès, je pense qu'il s'est plutôt bien passé dans la manière en tout cas dont on voulait présenter les choses. Et Victor auquel on reprochait les faits de violence contre des policiers. Donc évidemment Victor a nié fermement. Deux témoins qualifiés un petit peu de moralité qui sont venus à la barre, qui ont donc notamment M. Denis Gravouille,
qui est à la CGT, spectacle, qui a des responsabilités, qui est venu un petit peu replacer dans un contexte global, national, la manifestation de Rodez du 30 mai. On ne peut pas pénaliser les luttes, qu'on ne peut pas enfermer dans l'illégalité des pensées contestataires, qu'on ne peut pas stigmatiser avec des poursuites des militants qui se battent au quotidien contre des choix politiques patronaux qui sont contraires aux intérêts qui sont défendus par toutes les personnes. C'est Bertolt Brecht donc, qui disait que on dit d'un fleuve qui emporte tout qu'il est violent, mais on ne parle jamais des violences des rives qui l'enserrent. Donc ce procès, en tout cas pour moi, pour Victor et pour toutes les personnes qui l'ont soutenu, tout le collectif, c'était aussi mettre ça en avant, sortir un petit peu de cette question de violence qui est reprochée à Victor pour parler de la violence de l'État, la violence qui est subie par les précaires, par les intermittents, par les paysans, par les travailleurs, par les chômeurs. Merci. Alors bonjour, donc ce débat est organisé par le CSIDS. À côté de moi, nous avons Rosemarie Péchala de l'association Recours et Radiation et du collectif Unitaire 69, Véronique Ravier de la CIP-IDF, Coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France, créatrice de la commission CAP, conséquences de l'application du protocole de la CIP-IDF, qui décrypte les accords de l'assurance chômage depuis 2003. Nous avons Franck Alimi de la coordination des intermittents et précaires de Bourgogne, Samuel Churin de la coordination des intermittents et précaires d'Île-de-France. Ils ont su représenter là quand même, non? Oui, comme d'habitude. Et je suis Paul-Marie Plédot de la coordination des intermittents et précaires du Languedoc-Roussillon. Samuel, je vais te donner la parole pour que tu nous fasses un petit déroulé. Intermittent, cas particulier de l'assurance chômage. Pourquoi ce dossier est essentiel? Pourquoi est-ce qu'il est important de le regarder de près? Et pourquoi est-ce que d'ailleurs énormément de sociologues, économistes s'y intéressent? Parce qu'on peut être considéré être une sorte de laboratoire. Nous sommes un cas particulier d'un enjeu qui est beaucoup plus large que celui de l'assurance chômage et de la protection sociale en général. Un chiffre simple que vous pouvez donner à tout le monde pour arrêter ces histoires de stigmatisation de partie de la population. Nous représenterons 3,5% de chômeurs indemnisés, nous percevons 3,4% des dépenses. Donc, que les choses soient dites clairement, un intermittent du spectacle ne coûte pas plus cher qu'un autre chômeur. Clair. Donc, pour vous dire à quel point la réforme était idéologique et non pas économique. Bien. Et effectivement, c'est le projet de société du MEDEF qui est mis en place. Très clairement, de la main-d'œuvre pas chère, corvéable à merci, avec des droits sociaux de misère. Un gendarme doit avoir de très bons pieds, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Il lui faut aussi de la sagacité, mais c'est pas tout, mais c'est pas tout. Car ce qu'il doit avoir, et surtout, c'est de la tactique dans la pratique. Comme la montre à son tic-tac, le gendarme a sa pratique. Attendez un peu que je vous explique la tactique du gendarme. C'est de bien observer sans se faire remarquer. Finir encore une fois sur les remerciements, parce que c'est pas anodin ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce rassemblement des gens qui sont venus de Paris, de Lyon, de Bordeaux, de Valence, d'Avignon, enfin bref, grosse mobilisation. Donc, je finirai sur un gros merci. De tout cela, nous concluons à la nécessité absolue de converger ensemble pour de véritables politiques qui transforment radicalement nos modes de fonctionnement en collectivité. Donnons la priorité à une véritable démocratie, à l'humain et à notre environnement. Nous, composants du collectif de soutien aux inculpés du dialogue social, nous avons su nous rencontrer et nous mobiliser en ce jour du 17 février 2015, jour national de convergence autour du procès de Victor. Rassemblons-nous et continuons ensemble. La tactique du gendarme, c'est d'avoir avant tout les yeux en face des trous, contraventions
tac 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 tac